Bon, maintenant on atteint un nouveau stade dans le développement du système de contrôle de l'incubateur. On a des commandes manuelles grâce à la vidéo précédente. Maintenant, ce qu'on veut, c'est passer à des commandes automatiques dans lesquelles on va lui dire tu vas rester fixé à telle température et telle humidité pendant X temps, par exemple. Ça peut être pour toujours, ou on peut appliquer des cycles thermiques, etc. Et donc, pour coder ça, il va falloir mettre en place un système de régulation où ça chauffe quand c'est trop froid, où ça refroidit quand c'est trop chaud, avec certains problèmes qui sont notamment le fait que quand on chauffe, ben, ça chauffe beaucoup, mais on le voit seulement 4-5 secondes après le temps que la chaleur arrive. Pour le refroidissement, c'est un peu pareil, ça refroidit, mais on le voit qu'à quelques secondes après, pour ce que ça va être son amplitude maximale. Donc il va falloir étudier tout ça. Et il est sûr qu'on va avoir besoin de beaucoup d'essais, erreurs avant de réussir à faire une régulation correcte. Donc la première chose qu'il faut qu'on développe avant de commencer à faire le système de régulation, c'est un système de graphique qu'on mettrait ici. On verrait la température et l'humidité varier en fonction du temps. Donc c'est ça qu'on doit coder maintenant. Alors la première chose à faire, je pense, c'est un système de graphique. Quand on clique sur un bouton, il va chercher le dernier point et il l'ajoute. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc on va ouvrir le nano index. Voilà. Et là, ici, dans le HTML, il faut rajouter un graphique. Il sera à peu près à ce niveau-là dans le card body. J'aimerais bien une fois encore séparer ça en deux. Je ne sais pas pourquoi il refuse de le faire. Ça doit être col MD6 peut-être. MD6. Si je mets col MD6 ici. CTRL O. Oui, c'est bien ça. Donc là je l'ai mis sur les deux côtés. Donc là je vais pouvoir mettre le graphique en dessous. Alors, donc en fait ici. Alors moi ce que je pourrais coder un graphique moi-même tout seul à la main. Ou je peux aller en chercher un tout fait sur internet. Quand on va chercher un graphique tout fait sur internet, bah, c'est facile, hein. On écrit sur Google graphique. Alors ça sera en anglais, c'est plot. Plot JavaScript system. Voilà, Plotty JavaScript graphique librairie. En plus j'ai déjà dû l'utiliser. Voilà, c'est plein de types de graphiques. Là, avec des dates. Ah, je vais chercher un truc tout simple. Voilà, le graphique de base. Et donc là, on a un exemple. Alors on peut deviner facilement en regardant les exemples en fait. Parce que c'est toujours plus ou moins les mêmes façons de coder. Rand, donc ça visiblement ça doit être un truc pour prendre un nombre aléatoire. X, là on a les coordonnées X. New data, trace, objet, signe, X map rand. Oula. Data, line. Layout, là c'est les paramètres. Là c'est les courbes. MyDiv. Cet intervalle. Plotty React. Rien, en fait c'est pas si facile. Je vais devoir chercher un peu. Alors j'ai retrouvé un ancien script que j'avais développé justement avec un graphique. Et donc je vais m'appuyer dessus pour refaire la même chose en fait. Ça ira plus vite que d'essayer de tout recomprendre. Effectivement j'avais déjà utilisé cette librairie Plotty. La première chose à faire c'est de mettre la librairie en haut là dans le head. Voilà. Et ensuite il faut que je vois pour ici faire un graphique. D'abord je vais essayer de faire un graphique bateau. Et ensuite je vais essayer de faire un graphique pour afficher la température. Voilà, donc j'ai copié-collé ce morceau de script qui correspond à un truc que j'avais fait dans un autre programme en bourse.
Donc là, on en réserve un div, un endroit où on va ranger le graphique. Et là, on a un morceau de code source où on fait le truc avec Plotly. J'imagine là, le premier paramètre, c'est dire dans quel bloc on va mettre le graphique. Donc là, ici, il va s'appeler graphique, puisque c'est le bloc qui est juste au-dessus qui est là. Données action, point court, name jour, semaine mois. Donc ça, c'est 3 courbes. Nous, on va en garder que 2. Un qui sera la température et l'autre qui sera l'humidité. Voilà. Donc, j'ai envie de dire données action, point court, name. Donc ça sera température. Température. Et ça sera humidité. Voilà. Margin T0, je sais pas à quoi ça sert, je vais le laisser. Et là, par contre, il faut que je mette les données. Donc ici, ça va être des tableaux que je dois déterminer. Donc là, je pourrais l'appeler tab T. Et celui-là, je vais l'appeler tab H. Voilà. Pour le moment, je vais mettre des valeurs bidons pour le débugger. Donc je vais faire un truc du style var tab T égale. Je vais mettre 20.0, 30.0, 40.0, 50.0. Ah, j'ai un bug. Ah non. 40, 50.0. Voilà, un petit point virgule. Après, var tab h est égal à. Et celui-là, je vais le mettre à 80, 80.0, 85.0, 60.0. Je vais mettre le même nombre de points. 50.0. Voilà. Point virgule. Et je vais voir ce que ça donne. Je l'enregistre. Bon, ça n'a pas marché. Il faut que je trouve pourquoi ça n'a pas marché. Et je pense que pour savoir pourquoi ça n'a pas marché, la première bonne chose à faire, c'est de regarder s'il y a un message dans la console. Alors, tac. Plotly is not defined. Voilà. Plotly is not defined. Pourtant, il est bien defined ici. Ah, et ouais. Là, j'ai pas le lien en fait. J'avais copié le JS. Il faut que je mette le lien entier. C'est ça le problème. Voilà, c'est fait. J'ai mis plutôt un lien vers Plotly qu'on trouve sur leur site ici. Si on va sur Plotly, on clique sur Getting Started et là ils disent, tac, on peut mettre ce lien là. Ok, maintenant on va voir si ça fonctionne. CTRL O. Toujours rien. Rien du tout. Référence erreur $ is not defined. Oui, donc là il n'arrive pas à trouver jQuery en fait. Donc il faut que je fasse la même chose, que j'aille chercher jQuery. Donc je vais chercher sur internet jQuery. jQuery, là j'ai le site officiel. Et alors là il faut que je cherche API documentation. Ah oui, j'avais galéré déjà pour aller chercher le lien. C'est pas la première fois que je fais ça. Peut-être dans download. Downloading, yarn, non. Je crois que ça s'appelle un CDN. Ah, si, CDN. Provided by pre-release build. Git. Ok, c'est pas encore gagné. Hein. Ah, il y a des contraintes quand même à faire avec Python. Faudrait que je trouve un moyen de pouvoir mettre mes fichiers librairies sans me soucier. Donc je vais chercher le lien vers jQuery. Voilà, donc je tente quelque chose, j'ai mis jQuery CDN, puisqu'il parlait tout le temps d'un CDN les autres fois. Voilà, là j'ai ça, uncompressed. Alors est-ce que je peux pas...
script. Ah, il me le balance comme ça en dur. C'est pas CDN, c'est quoi le lien du coup? D'accord, donc mon idée d'utiliser un truc qui s'appelle CDN marche pas. Si je mets jQuery getting started. Getting started. jQuery get started. Là, c'est le fichier en dur. Voilà. Et là, c'est le truc fourni par Google, CDN. Bon, du coup, j'imagine qu'il va surveiller un peu ce que je fais, mais tant pis. Allez. Donc là, j'ai plus qu'à le rajouter. CTRL O. Voilà. Donc maintenant, est-ce que ça va fonctionner? Ah, il s'est passé des choses. Ouais, il s'est passé des choses, tellement de choses qu'il n'y a plus rien qui marche. En fait, toute la partie capteur a disparu. Dans la window, page affectée. Bon, il faut que j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Alors, là, j'avais mon graphique. J'avais mon script. J'ai récupéré le graphique. Peut-être que le graphique, c'est un mauvais nom. Ça fout le bordel, je vais l'appeler graphique C. Ouais, on va voir ce que ça donne. Ouh là là. Bon, alors je vais mettre mon script en commentaire. Pour voir si c'est lui qui fait tout bugger. Ah, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Ah. Et si c'était des éléments qui étaient dans le JavaScript? Non, non, ça a l'air... Je ne comprends pas. Est-ce que c'est mon jQuery qui fait tout planter? Ah ouais, là il y a un double slash. Ouais, non, ça peut pas être ça. Bon. Pourquoi est-ce que jQuery ferait tout planter? Est-ce que j'ai d'autres morceaux de script qui traînent? Non. Alors. Bon, j'ai un peu de recherche à faire là. Bon, malheureusement pour une raison qui m'échappe, c'est bien le jQuery qui fait disparaître le capteur. Je comprends rien. Donc je vais être obligé de le supprimer. C'est que là je travaille en mode console avec un serveur bizarre. Je comprends la moitié de ce qui se passe, donc j'ai pas tellement l'occasion de faire le malin. Ce que je vais faire, c'est que simplement je vais pas utiliser jQuery. Cette requête jQuery, je vais la remplacer par une requête HTML classique. Je crois que c'est document.getElement by ID, un truc comme ça. Il faut que j'aille voir sur internet. GetElement by ID JavaScript. GetElement by ID. Voilà, donc le G en minuscule, element by ID, et on récupère l'élément en mettant l'idée. Ok, get element by ID. Ah, j'ai bien écrit du premier coup. Voilà, CTRL O. On va voir ce que ça donne. Ah, une erreur. CGI script. Ah non, ça n'a rien à voir. Bah alors, pourquoi il se passe rien du coup? Flavicon, mais ça il me le fait toujours. Container, row, commande manuelle, première colonne, la carte body. Là il y a bien le script.
Est-ce qu'il l'a lancé? Est-ce que si je reprends cette ligne et que je la lance, il se passe quelque chose? Plotty. Oh. Oh. Oh là là, c'est chiant. CTRL C. Je vais me mettre dans la console. CTRL V. DOM element provided is null and undefined. Ah bah oui, j'ai laissé le dièse. Il faut enlever le dièse maintenant que je suis plus en jQuery. Et voilà. Normalement là ça devrait marcher, j'espère. Ah. Non, si c'est bon, c'est ça. Donc là on a l'axe des X et là on a l'axe des Y. Alors, je sais pas du tout pourquoi j'ai pas mon axe là. C'est bizarre mais bon. Peut-être que c'est en rapport avec les options. Et justement ce margin T 0, je vais peut-être l'enlever. Ça doit être lui qui fout le bordel. Ah là on le voit pas parce que l'écran est nul, mais en fait on a un joli quadrillage. Ok. Bon, je vais considérer que ça marche, hein, tant pis. Je vais enlever le margin 0. On va voir si ça arrange un peu. Ici. CTRL O. Tac. Ah bah non en fait, il n'y a plus rien qui marche. Du coup il faut que je le remette. Il n'y a pas de CTRL Z là-dessus. Ouais, je vais bien me prendre la tête. Je me souviens plus comment c'était, il faut que j'aille voir dans la vidéo. Bon, en fait j'avais juste oublié une accolade. Quand on l'enlève, le résultat est le même de toute façon, donc il n'y a pas besoin de s'embêter. Je sais pas pourquoi il m'affiche pas l'axe, mais c'est pas si important que ça, donc tant pis. Donc maintenant que j'ai ces valeurs, ce que je voudrais, c'est mettre des vraies valeurs à l'intérieur, évidemment. Donc pour ça, il faut que je crée une fonction en JavaScript qui va tout m'effacer et me refaire mon graphique à chaque fois. Ah ouais, mais sans jQuery, ça risque de pas être drôle. Mais c'est bizarre que j'ai pas jQuery alors que j'ai Bootstrap qui doit être développé en jQuery. Bon, il va falloir que je le fasse en HTML classique. Déjà, je vais créer une fonction. Je vais laisser les tableaux à l'extérieur. Il faut absolument que je fasse marcher jQuery, c'est indispensable. Sinon, je vais vraiment trop galérer, rien que pour la suite avec Ajax. Donc, je vais essayer de débugger jQuery. Voilà, donc j'ai débugué le problème avec jQuery. En fait, la première fois, j'avais oublié ici cette balise fin de script. C'est ça qui faisait tout planter. Donc maintenant, c'est bon, j'ai jQuery. Donc je vais pouvoir coder la suite. Donc, ici, avec mon plot, je vais créer une fonction. Alors je vais la créer après ici la définition des tableaux qui elle est persistante. Donc je vais la rédiger. Function. Réécrire graphique. Réécrire graphique. Je vais juste rajouter un E ici et un E là parce que ça me stresse. Voilà. Donc cette fonction là, elle servira à réécrire le graphique. En fait c'est facile, elle contient la fonction plotty plus une autre que je vais rajouter qui permettra de vider la div graphique C. Dollar dièse graphique C point empty. Voilà, donc là ça effacera tout et ça redessinera tout le graphique. Et maintenant ce qu'on veut c'est avoir des tabs T et des tabs H qui se mettent à jour avec des valeurs de capteurs. Donc là déjà je vais les mettre en forme vide. Et ensuite je vais créer une nouvelle fonction. Function nouveau point. Nouveau
point. Donc c'est une fonction qui consistera à prendre une nouvelle valeur et à l'ajouter au graphique. Au début, je vais pas encore aller vraiment chercher une valeur dans les capteurs, parce que ça va être très compliqué. Mais après, je vais le faire. Donc, nouveau point, et là il prendra une valeur de point, donc je vais appeler T comme la température et H comme l'humidité. Donc là, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire tab T, et là il faudrait que je rajoute ce point. Et je suis sûr qu'en JavaScript, il doit exister un raccourci pour le faire. Je vais aller voir sur internet. Voilà, donc pour ajouter, en fait, il suffit d'utiliser une fonction qui s'appelle push. Et on le met à la suite. Donc là, on n'a plus qu'à mettre la valeur. Au début, comme je disais, je vais mettre... voilà, là, cette fonction, elle va s'appliquer de toute façon. Donc là, tab T, on rajoute le point T. Et tab H, on rajoute le point H. H.push de H. Voilà. Et après, en fait, on n'a plus qu'à réécrire le graphique. Donc, réécrire... Ah là là, coder avec nano, un vrai plaisir. Ah, graphique. Voilà. Donc en gros, c'est ça que fait ajouter un point. Après, moi, je vais mettre un petit script ici pour tester. En gros, je vais faire une boucle. For. Je vais mettre var i égale à 0, i inférieur à 30, allez, comme ça il va durer 30 secondes, i++, et en fait toutes les secondes je vais rajouter un point pour voir ce qui se passe, si ça marche effectivement. Et après, je vais essayer de refaire ça, mais différemment. Ah, tac. Donc, en gros, c'est facile. Il va faire nouveau point. Et là, on va mettre des valeurs bidons, genre je sais pas, 10.0 plus i, et l'autre ça sera 15.0. Il faut mettre au moins 30. 30.0 moins i par exemple. Voilà. Pour que l'affichage soit plus clair, j'ai envie de mettre 30 ici aussi. Allez hop. Voilà, et là il faudrait mettre une pause. Et là par contre en JavaScript, je crois qu'ils sont très mauvais pour les pauses. Je vais voir ça. Bon, donc j'ai trouvé que des trucs affreux en fait pour les pauses. Donc c'est pas comme ça que je vais faire. En fait, il y a une fonction qui s'appelle setIntervalle, qui me semble être plus adaptée à l'esprit JavaScript. Donc je vais l'utiliser. Je vais faire un setIntervalle. Je crois que le premier paramètre qu'il y a, c'est une fonction function qui fera ça, ce que j'ai dit. Et après je mets l'intervalle, donc tous les laps de temps en millisecondes où je veux qu'il fasse ça, donc 1000. Voilà. Par contre il s'arrêtera pas. Point virgule. Et on va voir ce que ça donne. CTRL O. Ah, il y a eu une erreur. Is not defined. Eh bah oui, puisque je suis plus dans une boucle. Et du coup, il va falloir que je le mette ici. I égale à 0, point virgule, i++. Et là, je le mets là, var i. Ah bah là, var i égale à 0, point virgule. Et là, surtout, j'enlève ce i égale à 0. Voilà. Voilà, donc là on voit le graphique qui s'agrandit seconde après seconde. Produce, peut-être il faudra que je rajoute un bouton pour enregistrer les données. Voilà. Donc maintenant ce que je veux, c'est mettre des vraies valeurs à l'intérieur. Lui je vais le laisser délirer de son côté. Alors, du coup là ça va être compliqué. Déjà, 1 seconde, je pense que c'est trop court. Je vais passer à 2 secondes, toutes les 2 secondes.
même allez, tous les 3 secondes. Donc j'enregistre, je reprends mon machin. Voilà. Donc là, c'est tous les 3 secondes. C'est beaucoup plus lent, mais au moins c'est représentatif de la dynamique. Maintenant, ce que je veux, c'est avoir la valeur des capteurs. Et c'est là que ça va devenir hardcore. Donc, je vais créer une nouvelle fonction. C'est comme ça que je fais, hein, par étape. Function. Je vais mettre nouveau point capteur. Et lui, il se débrouillera. Alors. Et alors là, il y a 2 étapes. D'abord, récupérer la valeur des capteurs. Alors, et ça, pour ça, il faut faire une requête en Ajax. $.get JSON. Ah ouais, mais du coup, il me faudra que l'autre, il me renvoie un truc en JSON. Il faut que je code un nouveau truc, déjà. Alors, je vais mettre ce machin. Il faut que je me souvienne comment il marche, ce fameux $.getJSON. Ok, donc c'est très simple. Ici, on met l'URL, et ici, on met .don, et on lui passe une fonction qui reçoit les données, quoi. Donc la réponse. Voilà. Donc, là, il faut que je mette l'URL du fichier qui va me permettre un peu de cadrer tout ça. Donc, je crois que ça va être un truc du style... normalement, j'ai un truc qui s'appelle capteur, ou je sais pas. Il faut que j'aille voir un peu comment c'est fait. Yes. Donc, j'ai un fichier qui s'appelle... Ah bah non, c'est tout dans index. Donc, il faut que j'en crée un nouveau. Donc, je vais faire un truc du style... Je vais en copier un. CP. Je vais copier, allez, le fameux HP. HP.py. Et je vais l'appeler capteur.py. Après, je vais changer ses droits. chmod de A plus X de capteur. Voilà. Après, je vais l'ouvrir. Nano capteur.py. Voilà. Alors, donc je reviens ici. Donc du coup, lui, il va aller vers slash capteur.py. Et du coup, mon capteur.py, il doit renvoyer un JSON si je veux que ça se passe bien. Donc je fais CTRL-O. Je vais voir ici mon capteur.py. Et donc là, par contre, je ne dois pas renvoyer du HTML. Je dois renvoyer du JSON. Alors, est-ce que je pourrais simplement changer ici texte en JSON? Et ici, à la place de tout ce bric-à-brac, je vais mettre le message que je veux renvoyer. En fait, il faut que je supprime tout ça. Allez hop. Tac, 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 tac. Ça va pas être évident. Donc là, en fait, j'envoie le message capteur. Et par contre, ici, quand je le reçois, je vais pas imprimer tout ça. Donc ça, je vais le mettre en commentaire. Alors ici, c'est un dièse. Pareil, ça, je vais le mettre en commentaire. Et ça, je vais le mettre en commentaire. Et à la place, je vais imprimer sous forme d'un JSON. Donc je vais mettre print. Alors là, ça serait intéressant de me réappuyer sur celui-là, ce qui se passe dedans. Donc là, je pense que c'est plus haut que ça se passe. Ici, voilà, on a un truc avec des splits et tout. Donc il faut récupérer ces splits, déjà, ça c'est sûr.
copier. Donc je vais récupérer les splits, ça c'est la première chose à faire. Coller. Donc str de rep en fait ça devient str de data. Donc comme ça on a récupéré la température. Et maintenant il faut que je l'écrive sous forme d'un JSON. Alors je me souviens plus trop comment marche printf là-dessus. On doit avoir une trace ici quelque part. Un printf qui traîne. Et voilà. Non. Ah, c'est pas de peau. Où est-ce que je peux bien avoir ce printf? Ah, il doit être plus haut. Ah bah, je l'ai supprimé. Oh non. J'avais un joli printf formaté et tout. J'aurais plus qu'à le copier. C'est pas bon ça. D'accord, donc il faut que je me débrouille. Donc je vais aller regarder la doc du print dans Python. Bon, en fait c'est trop chiant, hein, c'est un trop gros morceau. Ce que je vais faire c'est créer un string intermédiaire. Donc je vais l'appeler ff est égal à... Donc je vais dire premier crochet, là je vais mettre t, deuxième, donc là je vais mettre un simple guillemet. Non, ça marche pas visiblement en Python. Donc je remets mon double guillemet, et là je mets un backslash, voilà. Après je sais plus si c'est 2 points ou égal, 2 points. Là il faut remettre 2 doubles guillemets. Là ici on aura la valeur. Après ici il y a une virgule, 2 doubles guillemets. Là je vais mettre le h de humidité. Après ici il y a un 2 points. Et après ici on retrouve un 2 doubles guillemets. Et on finit par une accolade. Fin de guillemets. Et ici, là il y aura la valeur de l'humidité. Voilà, pouf, on va y arriver. Donc là ça va être un str de tt. Et là ça va être un str de hh. Et ensuite, c'est ce que je vais imprimer. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler capteur.py directement. Capteur.py. Voilà, en fait il devait y avoir un S, je pense. Non. Voilà, super. Donc il a bien compris le JSON et il m'a bien renvoyé mon petit code en JSON. Donc ça, a priori, ça marche. Je vais pouvoir remettre le index. Index.py. Et maintenant je vais pouvoir l'utiliser. Puisque je l'ai en JSON, je peux récupérer les différents morceaux. Donc lui, il fonctionne, je peux le quitter. Et du coup, lui, donc je reviens là où j'étais. Tac, 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 voilà. Donc là, mon rep, il contient les trucs. Donc je crois que c'est T et H. Donc j'ai plus qu'à les écrire. Donc pour ça, je vais faire nouveau point. Copier. Coller. Et là, à la place de T et H, je vais mettre rep.t et rep.h. Et là, tout est bon. Donc je fais ça. Et je vais tester maintenant. Voir si ça fonctionne. Attention. Ah. 31 ici. Non. Ça ne fonctionne pas. Il me refait exactement la même chose que tout à l'heure. Alors, oui, c'est parce que là, j'ai pas la bonne fonction en fait. Il faut que je mette nouveau point capteur. Et que j'enlève ces trucs avec le i. Nouveau point capteur. Voilà. Attention. On réessaye. Ah, 60. Et ici, on est bien à 14 et quelques.
D'ailleurs si on met le curseur on le voit. Donc là ça marche. D'ailleurs je pourrais m'amuser à faire chauffer et voir ce qui se passe en temps réel après. Alors, ça c'est chiant par contre, du coup on perd le graphique. Bon. Donc là j'ai cliqué sur chauffer, il faut attendre 3 secondes. Et maintenant on va voir la température augmenter par exemple. Alors ça va prendre un peu de temps, je vais couper. Alors ça monte très lentement et ça m'agace. Il y a plusieurs choses qui m'agacent. La première c'est que comme le graphique il met à la fois l'humidité et la température, et ben ici ça fait que ça aplatit les courbes, parce que du coup il y a un grand gap entre les deux. Et la deuxième chose c'est que ici les valeurs elles se mettent pas à jour. Donc je vais régler ces deux problèmes en créant deux graphiques à la place d'un et en faisant en sorte que ici les valeurs se mettent à jour. Alors c'est parti. Donc la plot, en fait on va le changer. Au lieu de mettre deux courbes, on va faire deux graphiques. Alors du coup il faut mettre deux graphiques. Est-ce que je les mets les uns derrière l'autre ou l'un à côté de l'autre? Je pense que l'un à côté de l'autre c'est très bien. Donc ici je vais faire un slash div class égale container fluide. Donc là c'est en mode bootstrap. Slash div class row pour dire une ligne. Oula, et on voit quand même les courbes bien s'infléchir. Je vais le stopper pour le moment. Ouais, du coup on a perdu le graphique, ça aussi il faudra que je vois. Alors, on continue. Ça. Slash div. 1, 2, 3, 4. Div. Class. Call. MD6. Slash div. Div class call md6 slash div. Après je vais mettre dedans les trucs. Donc je vais mettre div id égale, je vais l'appeler gt pour graphique température. Et l'autre, je vais l'appeler GH. ID égale GH. Slash div. Ensuite, lui, je le supprime, il n'a plus de raison d'être. Ensuite, ici, je vais changer. Je vais mettre GT. Pareil ici, ça sera GT. Je vais les copier. Je vais le coller ici. Là, je vais effacer celui-ci. Et là, je vais effacer celui-ci. Et là, je vais changer les GT en GH. Donc là, normalement, maintenant, ça me fait deux graphiques. CTRL-O. Là, on voit l'amortissement de l'humidité qui crache rapidement. Et là, on voit la température qui s'infléchit pour se stabiliser. On fait une mise à jour. Et là, normalement, on aura deux graphiques. À moins que j'ai fait une grosse connerie. Voilà.
Donc là les variations on les voit en beaucoup plus grande évidemment. Sauf que c'est hyper moche parce qu'il a gardé la même hauteur et que du coup il s'est juste affalé. Donc l'idéal je pense ce serait plutôt de les mettre l'un après l'autre et puis tant pis il faudra réduire pour mieux voir. Ok, donc je vais faire ça. Donc ici, ça change pas. Par contre, la présentation ici change. C'est-à-dire que ces cols, ils disparaissent. Ces deux-là d'ailleurs. Ah oui, attention. Celui-ci, il disparaît. Voilà, par contre, celui-ci, il recule là. Et il devient class row. Et celui-ci, il devient la fin du précédent class row. Voilà. Peut-être qu'on aura quelque chose de plus joli. Parce que là, c'est vraiment affreux. Allez. Ah, et là, on a l'autre. Voilà. Voilà, donc là, on peut les voir indépendamment l'un de l'autre. Ça serait bien quand même si je pouvais réduire leur taille. Ou alors il faudrait que je les mette l'un à côté de l'autre en haut et ça en dessous du coup. Ouais, c'est ça que je vais faire parce que là, du coup, il faut que je change ça. Il faut que j'enlève ces rows. Il faut que je remette comme c'était avant. Ah, j'arrête pas de changer. Là, il faut que j'enlève ça. Ce col machin truc. Que je le remplace par un row. Du coup, il faut que j'enlève ce row là. Donc j'ai enlevé ce row, je remplace celui-ci par un row. Ensuite, je remplace le suivant par un row aussi. Après, je vais supprimer le dernier slash div parce que j'ai enlevé le row, enfin l'avant-dernier. Ensuite, à ce niveau-là, j'ai plus besoin, si j'ai besoin du container fluide et du row. Et là par contre, il faut que je remette comme c'était avant. Donc il faut que je remette mon row. Alors, du coup, j'enlève celui-là, là. C'est comme la dernière fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Du coup, ici, j'en rajoute un. Div class col md6 col md6 et là du coup il m'en manque un de fin. Voilà, voyons voir ce que ça donne parce que là c'est pas pratique quand même pour voir. Voilà. Bon, sauf qu'on a la télécommande en bas et que lui, à chaque mise à jour, ah non, il me fait pas le coup. Voilà. Ce qui m'embête, c'est que là, on voit plus température et humidité. Moi, ce que je voudrais, c'est quand même que ça s'affiche encore un peu. Donc, au moins me les mettre de deux couleurs différentes, ou je sais pas. Là, il me met plus de légende, c'est dommage. Alors, je vais rajouter des titres sinon. D'ailleurs, je peux les mettre les titres. Ici, je vais mettre température. Je vais mettre un H6. H6. Température. Et là, je vais mettre humidité. H6. Humidité. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas... Bon, on va pas aller jusqu'à changer la couleur des courbes en rouge et bleu. Même si c'est très tentant. Voilà. Ouais, c'est un peu plus joli, mais de loin. Ok, température, humidité, maintenant on a les deux.
Je veux changer aussi les valeurs ici automatiquement. Donc pour faire ça, là, il va falloir qu'on mette ça dans un span. Span, celui-là je vais l'appeler id égale vt, valeur de température. Là je vais fermer le span ici. Slash span. Je fais la même chose ici, je mets un span id v humidité. Et là je le ferme. Slash span. Voilà. Du coup maintenant j'ai plus qu'à les modifier en même temps. Donc ici, alors plutôt ici point capteur, voilà, nouveau point. Et je vais faire en même temps un petit dollar de un dièse vt point. Il doit y avoir un truc qui s'appelle replace, mais je me souviens plus comment ça s'écrit. Dollar de dièse vt point append 2, et là on va mettre la valeur, c'est-à-dire rep pointé. Rep point t. Voilà. Et on va faire la même chose avec l'autre. Dollar de dièse vh point un petit dollar de dièse vh point append de rep h. Et voilà. Bon, là on voit un peu cette distribution en escalier là, ça bouge plus très vite. Maintenant je fais ça. Est-ce que ça va bouger en temps réel? Donc là ça bouge pas, c'est normal. Ça y est. Et là on a vu l'humidité bouger en même temps ici. Donc on est bon. Voilà. Donc là je me considère satisfait pour ce qui est des graphiques, de l'affichage et tout. Maintenant on va pouvoir passer au jeu de la régulation. Bon, je pense que la première chose à faire, avant d'essayer de faire une régulation, c'est de bien étudier le système. Notamment, qu'est-ce qui se passe quand on lui demande de chauffer et qu'est-ce qui se passe quand on lui demande de refroidir. En priorité, on va travailler avec la température. Donc là, la température, je ne sais pas si je peux considérer qu'elle s'est stabilisée. Ici, c'est le nombre de secondes x 3, puisque c'est tous les 3 secondes qu'on a une nouvelle acquisition. Donc, je vais commencer à chauffer. Et puis c'est bien, après il va me ramener sur le truc et je vais voir ce qui se passe. Voilà, donc là on part de 20 degrés. Et là je lance ma courbe en mode chauffage pour voir qu'est-ce qui va se passer en fait. Bon voilà, on a déjà pas mal de temps qui s'est écoulé. Moi je vais activer là environ à 30. Donc on en est à 138 mesures ici. 138, donc on va dire 138, 140. Et là je vais stopper. Mais en faisant avec un nouvel onglet pour pas avoir de problème. Voilà, donc là ça a été stoppé. Et maintenant on continue. Et je note sur un bout de papier qu'on a fait 140 acquisitions avant de stopper le chauffage. Donc 140, donc de 0 à 140, chauffer. Et après, stop. Et on va voir comment la courbe va se comporter maintenant qu'on a coupé le chauffage. Bon, voilà le résultat. Donc pour elle chauffe. Par contre, moi, ce que je voudrais, parce que ça va être difficile à travailler, c'est récupérer les données qui sont dedans. Alors, je vais aller dans la console et je vais essayer de voir si je peux les récupérer. Genre, si par exemple je fais tab T, tableau des températures, voilà, il me renvoie tout le tableau. Alors, est-ce qu'il y a moyen de le copier? Copier l'objet.
Et est-ce que je peux l'ouvrir dans un traitement de texte ensuite? CTRL V. Voilà, c'est très bien. Donc là j'ai tout mon tableau des températures. Donc maintenant je vais enlever les crochets. Ensuite je vais faire rechercher et remplacer. Tu vas rechercher tous les guillemets et tu vas me les remplacer par rien. Voilà. Après tu vas me chercher tous les virgules et tu vas me les remplacer par rien. Voilà. Et après bah, tout ça j'ai plus qu'à le copier dans un truc Excel. CTRL A, CTRL C, je vais ouvrir un truc Excel. Alors, bureautique, LibreOffice Calc. Oublié d'enlever le post-it. C'est long à charger, hein. J'ai une vieille casserole. Hein. Enfin, pas si mal que ça quand même, mais bon. Voilà. Donc ici, je vais mettre le temps. Là, je vais mettre la température. Là, je vais mettre CTRL V. Voilà. Ah ouais, sauf que... Ouais, sauf que... Ouais. D'abord, il faut pas que j'aille si vite. Là, il faut que je remplace tous les points par des virgules parce qu'en fait, c'est la version française. Souvent, on a ce problème quand on passe sur Excel ou autre, d'avoir des incompréhensions. Voilà. Hop. Maintenant, ça devrait être bon. Il devrait savoir que c'est des nombres. CTRL V. Et voilà. Et là, le temps, c'est 3, 6, 9. Oh merde. Bon, alors on va recommencer. On va dire 3. Toi, tu es égal à lui, plus 3. Voilà. Et après, voilà. Donc maintenant, on peut retracer le graphique pour vérifier que tout va bien. Tac, tac. Hop. Graphique. Putain, c'est où? Ah, ça doit être ça. Voilà. Après, on dit qu'on veut X, Y, relié par des traits, pas besoin des points. Terminé. Voilà. Donc là, on a notre graphique de l'évolution des températures en fonction du temps. Et on va pouvoir faire un certain nombre d'opérations. Donc déjà, nous, on a dit que c'était à la valeur 140 qu'on avait coupé le chauffage. Donc je vais peut-être rajouter d'autres courbes. Je vais éloigner celui-ci. Ouais, je vais même... Allez, je vais supprimer là. Supprimer. Je vais rajouter une ligne. Je vais mettre chauffage. Ok. Et là, je vais mettre... Alors, je vais mettre une valeur qui est pas loin. Je vais mettre 20. Et jusqu'à la ligne 140. Et après, enfin 141. De toute façon, on n'est pas à une ou deux valeurs près. Un peu plus haut. Et voilà, 141. Ouais, je sais pas pourquoi on dit 20 à chaque fois. Alors, là il me l'a augmenté, alors je ne vais rien demander. Voilà. Voilà. Ah merde, sauf que c'est pas ça qu'il fallait faire. Ah. On va à 140. 141. Voilà, puis là on va mettre 0. Voilà. Donc maintenant, si on copie la courbe, graphique, lignes successives. Ah, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a remis les... Bon, alors, égal. Toi. « 140, on va finir par y arriver. Donc, voilà. Là, je mets 0. Là, je mets égal. 3.
dis jusqu'à la fin. Voilà. On revient au début. Voilà. On met le graphique avec le multiligne. C'est quoi ce bordel? Pourquoi là il y a 1200? Oh là 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 là, non, il y a un problème là. Ah, ma température, elle a disparu. Alors, est-ce qu'il y a eu un problème avec l'acquisition de la température? Non, pas du tout. CTRL C, je vais essayer de le remettre. Il y a dû y avoir un malentendu. Voilà, on va y arriver. Tac, tac. Le graphique, voilà. Donc, là on voit très nettement ce qui se passe. Enfin, si on arrive à zoomer, voilà. Donc là, c'est la période pendant laquelle on a chauffé, et là, c'est la période pendant laquelle on n'a pas chauffé. Donc là, ça a bien monté. Là, on a un petit temps de retard, et là, on a un petit temps pendant lequel ça dépasse ici. Donc il faut bien identifier ça. Donc, je vais prendre d'autres morceaux de courbes pour analyser ça plus finement. Déjà, voilà, si je prends les 50 premiers points et que je les affiche avec le graphique, voilà. Donc là, on voit déjà qu'on a un temps avant que ça commence à grimper. Et là, ce temps, il est de 28, 22 acquisitions. Vraiment, avant que ça monte, ouais, on est plutôt à ce niveau-là. 22, 28 acquisitions. Donc, en fait, entre 1 minute et 1 minute 30. C'est le temps de retard. Donc, retard 1 minute à 1 minute 30. C'est le temps qu'il faut pour qu'on commence à voir vraiment le truc apparaître. Après, il y a tout ce qu'il y a au moment où on a dépassé. Pendant combien de temps est-ce que ça dépasse? Donc là, ça commence. Là, ça a été coupé ici. Alors, on prend ces points-là et on affiche le graphique. Terminé. Voilà. Donc c'est là où on a atteint le moment le plus haut. Et là, vous voyez, on est à 50, quoi. Donc 50 x 3, ça fait 150 secondes. Donc en gros, on a 28, on a 90 secondes. On a 90 secondes de retard au démarrage. Et là, on a 50 x 3, 150 secondes. Donc plus de 2 minutes de dépassement. Ensuite, nous l'idée c'était de l'arrêter avant 30 et on voit qu'il est monté jusqu'à 31,2. Donc on a 1,2 degrés Celsius de dépassement. Tout ça c'est des choses qui sont importantes à savoir. Et bon, donc là ça veut dire qu'on dépasse d'1 degré quand on arrive. Là on a environ 1 minute, 1 minute 30 de retard. Là on prend 3 minutes avant que ça se calme, avec ça fait 1,5 degré en plus. Et ensuite là ça descend lentement pour revenir à la température, une température équivalente à celle de l'extérieur. Voilà. Là l'humidité évidemment est issue à notre trajet. Ce qui est marrant c'est que d'abord il a augmenté. Je pense que ça doit chasser de l'eau qui se situe au niveau de la coque près du chauffage. Après, l'humidité diminue, c'est normal puisque la température augmente. Et puis finalement, au fur et à mesure que la température diminue, l'humidité réaugmente pour revenir plus haut. Tout ça, c'est normal. Les choses qu'il faut qu'on retienne, nous, c'est que on a voilà, c'est 90 secondes de retard au début et ça peut continuer à chauffer jusqu'à 150 secondes après qu'on ait stoppé le chauffage, ce qui représente environ 1,5 degré.
Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est la pente à laquelle ça chauffe et la pente à laquelle ça refroidit. Donc, la pente à laquelle ça chauffe, il faut que je dépasse les 150, les 90 premières secondes, voire 150. Donc, on va essayer de prendre, allez, ce morceau de courbe là. Voilà. Si je l'affiche, voilà, c'est clairement presque une linéaire. C'est celle du début, donc avec un écart de température. C'est presque quasiment tout le temps la même chose. La chauffe, c'est plutôt le refroidissement qui va avoir une tendance asymptotique. Mais la chauffe, on a l'impression que ça pourrait monter vers l'infini, surtout au début, parce qu'on a un chauffage très puissant. Donc, pour calculer cette pente, l'idéal ce serait de prendre 60 secondes pour, on va se mettre au milieu à peu près, donc par là. Donc voilà, entre 240 et 300, moi je propose. Donc la pente par minute, ça va faire, alors 300, c'est-à-dire 25 moins 240, on a dit. Voilà. Donc on a une augmentation. On a une augmentation de 1,7 degrés par seconde. Par minute, pardon. Donc ça aussi c'est une information utile. Par contre, voilà, ça variera sensiblement en fonction d'eux, mais pas tant que ça. Contrairement à ici, on a le haut du pic, donc il faut qu'on regarde jusqu'où la température monte, 31, 31,2, voilà, donc on est là à peu près au sommet. Au sommet, là, on a à peu près 10 degrés d'écart. Et donc là, ça peut être intéressant de prendre aussi la tangente. Donc, ici, on prendrait au moins 1 degré. Non, sur une minute, comme la dernière fois, tiens. Donc là, à 33. Ouais, non, parce que là, il faut attendre qu'il rediminue. Voilà, là, il rediminue bien. Donc, on va prendre entre 840 et 900. Et donc là, il descend de 0,6 degrés par minute avec 10 degrés d'écart. Donc j'ai dit 0,6 degrés Celsius par minute avec 10 degrés d'écart. Bon là clairement, si on descend à 25, on devrait avoir la moitié de ça en décroissance. Voilà, 25, genre si je me mets en voilà 1470 et je cherche maintenant 1530, et donc l'écart qu'on a c'est 0,3, donc c'est bien la moitié. Donc ça marche super bien, c'est bien proportionnel, comme je le pensais, au delta. Pour ce qui est de la hauteur du pic et du dépassement, du chauffage, je pense que ça ne sera pas proportionnel, clairement. Et la hauteur du dépassement, pareil. Ok, donc là on a testé, on a extrait toutes les valeurs intéressantes par rapport au chauffage. Maintenant je vous propose de voir comment ça se passe pour le refroidissement. Donc on va mettre à jour la page. Donc là on repart d'un bilan neutre. Voilà, on est au début. Alors ça va sûrement continuer à refroidir un peu par nature parce qu'on est un peu plus chaud. Maintenant je vais cliquer sur refroidir. Voilà. Ah ouais, zut, faut que je revienne en arrière rapidement. Donc là j'ai lancé le refroidissement. Et donc maintenant on va voir l'évolution avec le refroidissement. Ce qui va prendre certainement un peu de temps. Donc là l'humidité commence à diminuer. Peut-être qu'elle continue de... Non, elle a augmenté avant. Donc je coupe et puis on va revoir un peu plus tard. Bon, donc là ça descend bien. Ça descend bien, c'est bien plat. Mais pas encore tout à fait. Ce qu'on remarque, c'est que plus on descend en température, et plus là la courbe elle commence à s'infléchir, ce qu'on n'avait pas dans la chauffe, où en fait la chauffe est tellement puissante que ça monte tout droit.
et c'est après au moment du refroidissement où ça s'infléchit de façon asymptomatique. Là, pour ce qui est du froid, on voit que si, quand même, ça va s'infléchir de plus en plus jusqu'au moment où le froid qui est capable de faire le module Peltier compense exactement la chaleur qui arrive à rentrer dans l'enceinte isolée. Et là, à ce moment-là, on atteindra la stabilité et on connaîtra la température minimum que peut atteindre notre système, qu'il faudra compter encore une fois en degrés d'écart entre 20 et le minimum atteint. Donc là, il faut attendre encore un petit peu. Bon, on va arrêter les relevés ici et bon, je pense qu'il aurait pu descendre encore, mais maintenant ça va devenir très très long. On est à 3,6 degrés et on va commencer l'analyse des courbes. Donc on fait les choses de la même façon. On ouvre la console. On demande de sortir tab T. On le copie. Copier l'objet. On le colle. CTRL V. Alors, on enlève les guillemets. Ah. On enlève les virgules. On remplace les points par des virgules. J'enlève les crochets. Zop. Petit CTRL A, CTRL C. Et je vais le placer ici. Bon, je supprime. Oh si, je pourrais laisser 20. Allez, hop. Alors, là on a les secondes. J'imagine qu'il va nous en manquer. Ah ouais. Ah, j'ai pas coupé le refroidissement. De toute façon, vu comment il a l'air de s'amortir, il faudra que je refasse un test de coupage du refroidissement. Je vais retourner là, sur mes commandes. Je vais le couper maintenant. Stop. Ah zut, j'ai perdu le début de la courbe. Donc là, j'aurai une deuxième courbe qui viendra à la suite, en fait. Qui est après la coupure. Du coup, je reviens et puis je vais assembler les deux courbes l'une après l'autre. Pendant que le refroidissement est coupé, donc là on voit que l'humidité remonte rapidement dès qu'on coupe le refroidissement. Moi je vais déjà placer ici chauffage, donc là je vais mettre 20, donc là c'est refroidissement, et là en fait tout sera sur 20 du coup, dans ce qui est déjà mis, et c'est ce qui va venir après qui sera à 0. Voilà. Donc ce que je mettrai à la suite maintenant, ça sera ce qui se passe après avoir coupé le refroidissement. Il faut que j'attende un peu. Voilà, que ça réchauffe jusqu'à 15, 20 et quelques. Là, je peux pas m'empêcher de mettre juste pour ce moment parce qu'on voit quelque chose d'intéressant. Là, au moment où j'ai coupé le refroidissement, donc là on a une petite période de stabilité, puis après ça remonte. Et en fait, cette période de stabilité, grosso modo, elle correspond à une période d'accroissement rapide de l'humidité avant un point d'inflexion. C'est comme si de l'eau ici qui était à l'état liquide, il repassait à l'état gazeux, donc du coup c'est eux qui prennent l'énergie, enfin la chaleur qui vient, c'est pour ça que la température monte pas tout de suite, et que du coup ça fait vite remonter l'humidité. Et après, quand toute cette eau elle est retournée dans l'air qui est dans l'enceinte, et ben ça remonte lentement en même temps que la température. Là on le voit bien en fait. Donc quand le refroidissement est activé, paradoxalement ça fait descendre l'humidité parce qu'en fait les parois de la boîte doivent fixer l'eau, doivent changer d'état. Et ensuite, quand on le coupe, cette eau elle retourne dans l'enceinte. Et après c'est bien les variations de température classiques, ou quand la température diminue. Ah oui non, là elle augmente, ça devrait diminuer l'humidité, mais elle continue à augmenter. Bon, je ne comprends pas le reste, mais ça en tout cas ça ressemble bien à de la chaleur latente thermique, ce qui se passe là.
Alors, donc là on voit vraiment la courbe de l'humidité, il s'est passé plein de trucs bizarres. Ça va peut-être altérer un peu ici, même si là on a quand même l'impression que ça se lisse. Visiblement, en fonction de la température que vont prendre différentes zones du tonneau, il peut y avoir différents phénomènes, je pense, bah, avec l'humidité, hein, des mouvements d'air peut-être qui se produisent aussi. Difficile à dire, en tout cas c'est assez instable sur l'humidité, c'est beaucoup plus fluide sur la température. J'ai l'impression quand même que la chaleur monte assez lentement. Enfin bon, je vais quand même m'arrêter là parce que sinon on n'en finira plus. Donc, copier l'objet. Pareil, je vais le remettre dans le script. Je vais vous épargner la procédure. Bon, donc voilà ce qu'on obtient pour la température, pour le refroidissement. Donc là, on a le refroidissement dans toute cette zone-là. Et après, ici, on n'a plus de refroidissement. Donc là, on va un delta T de retard. Ah, c'est pas facile d'avoir les marques. Donc on est plutôt par là, donc aux alentours de 50, 60, ouais. Donc on a un retard de 150 secondes, je dirais, avant que ça se mette en place. Donc je vais le noter. Retard. Du coup, ça me pense plutôt à penser que le retard du début, pour la chauffe aussi, doit être plus proche des 150 secondes que des 90. Après, ici, on a une vitesse de chauffe. Donc il faudrait voir à peu près entre 116, ouais, ou raisonnons différemment, on va dire entre 18 et 15 degrés. Ah, ou alors on veut une minute. On va partir de 18, voilà. Donc là, voilà, entre 240 et 300, on descend de 0,8. Donc 0,8. Donc on va dire refroidissement. Donc là, on a un écart, ce niveau-là qui est quasiment nul avec l'extérieur. Donc 0,8 degrés par minute. Dans le cas où on a le delta qui est égal à 0 degré de différence environ. Par contre, après, est-ce que ça se divise par 2? C'est-à-dire... ah oui, donc faut que je revienne à mon graphique, ça sera mieux. Là, on était par là, il n'y a quasiment aucune différence. On a 0,8 degrés par minute de diminution. Et par contre, ici, on devrait avoir 2 fois moins. Donc un peu en dessous de 10, on va dire vers 7 degrés. Si je regarde ici, alors, donc là, 7 degrés, j'essaie de prendre un nombre rond, voilà, entre 2220 et 2280. 2220, 2280, la température a réduit de 0,2 degrés. Voilà, 0,2 degrés Celsius par minute avec un delta T de 10 degrés. Donc là on voit que c'est beaucoup moins, 11 fois moins que pour l'augmentation de température, ce qui est logique vu le rendement du module Peltier. Donc ça aussi, ouais, c'est une caractéristique. Ça, par contre, ça semble pas suivre un truc linéaire. Après, si je sais que c'est linéaire, il peut avoir une influence avec l'humidité aussi, mais ouais, c'est mon delta T initial. C'est quand même divisé par 4. Ah oui, ça y est, je sais. C'est parce que la température, elle doit être aux alentours de 15 degrés ici. Et donc en fait, là au début, il est aidé par les pertes, et après là, il est réduit par les pertes. Peut-être que mon premier à 0 degré, je devrais le prendre aux alentours de 15 pour mesurer. Et après, l'autre, ouais. Si je prends aux alentours de 15, par exemple entre 420 et 480, j'ai une différence de 0,6. Voilà, ouais. Non, ça reste assez haut en fait. Ok, bon, il va falloir que je fasse avec ça. 0,6, on va mettre plutôt 0,6. Voilà.
Après, vu la résolution qui est de 0,1, voilà, il faut être cool. Là, de combien est-ce que ça va dépasser à partir du moment où on a coupé le refroidissement? Est-ce que ça continue à refroidir? On va aller voir. Voilà. Donc là, on était à 3,5 quand on a coupé. Voilà, et au pire, on descend à 3,4. Et le temps de la stabilisation, je m'attends à ce que ce soit 150 secondes aussi. C'est par là, c'est vers 1516, donc c'est pareil, c'est vers 150 secondes aussi. 150 secondes aussi, et là par contre on n'a que 0,1 degré. On n'a que 0,1 degré de différence. Donc retard fin, 150 secondes, moins 0,1 degré C. Bon, globalement, on voit que le refroidissement est beaucoup plus long que le réchauffement. Maintenant, ce que je vous propose... Ah oui, est-ce que je l'ai stoppé? Oui, je l'ai stoppé. Ce que je vous propose, c'est de voir ce qui se passe quand il est froid, par exemple, et qu'on va ouvrir brutalement le bidon. Voilà, donc j'ai ouvert le caisson. On voit une augmentation rapide de température, mais pas non plus totale. Puis une stabilisation, et là, pareil avec l'humidité. Donc on est bien dans un cas où ça monte super vite. Quand même, ça prend quelques secondes, hein, une petite dizaine de secondes. Ce que je vais faire maintenant, c'est le réouvrir encore, mais ce coup-ci, je vais le laisser très longtemps ouvert pour essayer de le stabiliser, et après, je vais faire des essais par rapport à l'humidité. Donc là, on voit la porte est toujours ouverte, et il se restabilise autour d'une autre température, qui est là de 10,3 environ. Donc je pense que du coup ça doit plutôt être 10 la température extérieure, donc il faut que je réajuste tous mes deltas. Donc en fait la chauffe c'est avec un delta de 20 degrés, et pour le refroidissement il va falloir que je réestime. Donc ici c'est la température la même que l'extérieur, donc c'est par exemple à 5 qu'il faut regarder. Donc à 10 c'est le delta T égale à 0. Donc on va chercher 10 degrés, à quelle vitesse ça diminue. Voilà, on prend une valeur ronde, voilà. Donc de 60 à 1320. 1320. Voilà, donc là on a une diminution de 0,3 pour un delta T est égal à 0. Donc 0,3 degrés par minute. Et après, si je veux un delta T autre, genre un delta T ici à 5, donc il serait à 5 degrés. Il faut que je regarde donc à 5 degrés. À 5 degrés, on est ici, donc de 1240 à 1300. On a un delta T de 0,2 à 5 degrés. Donc en fait ça doit être 1,5, mais comme on est à une graduation près. Voilà, donc c'est beaucoup plus lent, comme je le disais. Ce qui m'inquiète, moi, en regardant ça, une fois ouvert, je voulais repartir sur des tests d'humidité. Malheureusement, l'humidité, là, elle est à 90%. C'est vrai qu'il pleut dehors. Donc essayer de faire monter l'humidité là-dedans, bon, je pourrais essayer. Mais pour être honnête, ce qui me manquerait, c'est un truc plutôt qui fasse diminuer l'humidité. Et ça, je sais pas comment le faire encore, quoi. Je vais le laisser encore se stabiliser, et peut-être que quand on chauffera, on arrivera à faire baisser l'humidité. Après, on essaiera de la faire monter artificiellement avec le diffuseur d'humidité, le compresseur. Alors là, je viens de refermer l'enceinte, donc là on voit que ça rediminue. Il y a encore un peu d'inertie thermique. Bon, c'était peut-être plutôt 11 que 10. Tiens, c'est bizarre comment ça a augmenté brutalement. Peut-être c'est les courants d'air quand je bouge la porte. Maintenant je vais lancer le chauffage. Ah zut, c'est vrai, il fallait faire avec nouvel onglet. Peut-être que je devrais régler ça. Tout passer en Ajax. Voilà, donc maintenant ça devrait chauffer et l'humidité devrait baisser rapidement.
d'autant que je suis allé dehors pour essuyer les gouttelettes qui étaient sur le tonneau. Donc j'ai enlevé de l'eau en fait dedans. Bon, là c'est l'eau qui restait qui s'évapore, mais ça va, je suis confiant, ça va rediminuer plus tard. Voilà, donc là pendant la montée on vient d'atteindre le point d'inflexion où toute l'humidité s'est évaporée. Et là maintenant l'humidité va redescendre rapidement au fur et à mesure que je monte la température. Ce qui était ce que je voulais. Je pense pouvoir monter jusqu'à 30 degrés et ensuite je pourrais faire mes essais d'humidification. Bon, ça continue à diminuer, pour le moment tout va bien. Bon, on est à peu près à 1 degré des 30 degrés, donc je vais couper le chauffage maintenant, sachant que il va continuer à monter de 1,2 degré après. C'est pas grave si on dépasse un peu, donc stop, je coupe le chauffage. Maintenant, on va repartir sur l'activation de l'humidificateur. Donc là, on démarre à 41% d'humidité, ça va descendre un peu, et j'active l'humidificateur. Maintenant, on va voir l'évolution de la courbe quand l'humidificateur est activé. Voilà, donc premier point. Deuxième point, c'est normal, la température continue à monter, mais là on voit que l'humidité monte quand même aussi. Donc là, on a atteint le point d'inflexion de la température. Ce qui est un peu inquiétant, c'est de constater qu'il s'accompagne d'un point d'inflexion avec l'humidificateur. Alors peut-être que juste cette partie-là, c'était en fait, ça allait avec le fait que la température ralentissait, et donc peut-être encore des phénomènes d'échange entre les parois et l'intérieur. Par contre, ce qui suit ensuite ici, c'est bien l'œuvre de l'humidificateur, qui visiblement a une influence lente sur la montée de l'humidité. Ce que je vais faire, c'est que comme je sais que le point d'équilibre... je vais le couper au bout d'un moment et je vais voir si ça continue à monter tout seul. Parce que le refroidissement, normalement, s'accompagne d'une montée de l'humidité, et moi, je sais pas si... À 25 degrés, je vais le couper, et je vais voir comment si l'humidité redescend, ou si elle reste en place, ou à quelle vitesse elle monte. Bon, bien qu'on soit pas encore à 25 degrés, je pense que je vais couper l'humidificateur maintenant pour voir si ça fait une inflexion dans la courbe. Voilà, c'est fait. Et maintenant, on va essayer de voir le changement. Voilà ce qu'on constate. C'est-à-dire, bon, déjà, le refroidissement est plus lent, mais ça, on s'en fout. Ici, on a eu une mini-bosse, mais vraiment ridicule, qui a duré un temps minime, puis une stabilisation. Et puis là, on a quelque chose qui semble stagner, mais quand même plus ou moins monter, comme par rapport à la température. Mais c'est quand même plutôt stable. Je vais attendre un peu pour voir comment ça s'allonge. Ok, donc ça croît, mais quand même plus lentement. Maintenant, je suis tenté de réactiver l'humidificateur pour voir si on va revoir de nouveau une belle pente comme avant. Voilà, c'est fait. Maintenant, attendons de voir comment ça va évoluer. Donc on voit clairement que la croissance avec l'humidificateur est plus élevée que celle qui est liée juste à la température qui baisse toute seule sans humidificateur. Moi, ce que j'avais peur, c'est qu'en fonction de la température extérieure et la température intérieure, qu'on soit obligé de chauffer l'air de l'humidificateur avant de l'injecter dans l'eau, de façon à ce qu'il puisse l'emmener dans l'enceinte. Mais visiblement, c'est pas le cas. Peut-être qu'il est plus efficace au fur et à mesure que la température diminue, mais globalement, il reste capable d'augmenter l'humidité dans l'enceinte. La bosse, au moment où on l'arrête, et le retard sont très faibles, et la progression est très lente, donc je pense dans ces cas-là qu'un simple hystérésis devrait suffire. Malheureusement, on n'a pas de dispositif pour diminuer l'humidité. La meilleure chose à faire étant de d'abord faire descendre l'enceinte très froid, ensuite de l'ouvrir, d'essuyer avec un mouchoir toutes les gouttes qui se sont mis,
refermer l'enceinte et ensuite réguler la température, puis utiliser l'humidificateur pour ajuster en hauteur l'humidité. Sinon, il faudrait qu'on fasse un piège à eau où on refroidirait l'air qu'on aspire pour qu'il y ait de la condensation sur les parois, puis on le réchaufferait après, et juste après on l'injecterait dans l'enceinte. Et là, ça serait un air sec, et du coup, on pourrait l'utiliser pour baisser l'humidité. Mais pour le moment, je ne l'envisage pas. L'humidité n'est pas un paramètre si important pour moi. Je pense qu'une simple régulation monostable peut suffire pour la plupart des choses que je vais faire avec. Donc je vais désactiver l'humidificateur maintenant, et je vais arrêter mes essais là. Et à partir des données que j'ai récoltées pendant mes essais, je vais concevoir un système de régulation. Mais je pense que ça fera l'objet de la prochaine vidéo.